moisson sur la partie ACS étant terminée, je vais essayer de faire un petit débriefing ou comment dire, état des lieux. Donc là on a fini les blés en ACS et bio, les colzas ont été faits en premier parce que c'était vraiment à surmaturité. Les blés on a ramassé une partie avant la pluie, après on a fait tout ça en bio et ensuite on a eu de la pluie et on a fini de ramasser ceux en ACS il y a juste quelques jours, donc on a perdu un peu en poids spécifique. Globalement sur les moissons, en colza le rendement global est correct, ça fait une moyenne de 35 quintaux. Alors ça cache des disparités, ça va de 30 quintaux pour une dizaine d'hectares à 40 quintaux également pour une dizaine d'hectares et la majorité sont autour de 34-35. Il y a eu des rendements bien plus importants en Charente cette année, dans des terres qui étaient vraiment de bonne qualité, enfin normales on va dire plutôt, on a eu des fumures raisonnables et propres sur les années passées. Et toutes les parcelles bien conduites, il y a eu plus de 40, entre 40 et 50 quintaux. Voilà. Ce que j'ai pu observer dans les miens, ils étaient très jolis tout le long. Ils sont restés très propres à la moisson. Et je n'ai que les passages de pulvée où j'ai un peu d'ambroisie et des fois quelques coins. Mais globalement, les champs sont relativement propres avec un seul désherbage, donc là ça va. Au niveau fongies, j'avais fait un seul. C'était peut-être l'année où il fallait en faire deux. À voir, j'avais peur de faire beaucoup de casse avec le tracteur pour le traitement, mais bon, j'aurais peut-être pu gratter quelques quintaux comme ça. Ce que j'ai surtout vu, c'est que dans les parcelles récupérées assez récemment, c'est là que j'ai eu du 30 et 34 quintaux. Et dans les parcelles, l'endroit où le colza était dans les parcelles qui depuis un peu plus longtemps, je mets en pratique l'ACS et la façon de faire. Ici, c'était des champs plutôt à 40 quintaux. Donc on voit bien l'évolution. De manière globale, donc satisfait des colzas. Faut que j'apprenne à améliorer encore mon suivi. C'était que la deuxième année que j'en avais sur une grande surface. La gestion de la fertilisation était mieux que l'année précédente. J'ai réussi à avoir des colzas vraiment poussants tout le temps, chose qui peut être un peu problématique en semi-direct parce qu'on n'a pas cette minéralisation liée au travail du sol l'été. Donc là, ça allait. J'avais une parcelle donc en TCS. Donc TCS, c'était un passage de déchômeur à piste en travers à 5 cm. Et j'en fais toujours une, pareil pour le blé. Et pour voir comment je me situe en termes d'ensalissement, donc là, souvent la partie TCS est toujours un peu plus sale que la partie SD. Mais surtout pour voir la gestion des flux de fertilité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à gérer et à appréhender en fait. Et donc là, ça m'a permis de voir. J'ai aucune différence de développement au niveau des pesées non plus. Et en termes de rendement, au quintot près, c'est à l'identique. Donc là-dessus, c'est bon. Alors que ce n'était pas le cas l'année d'avant, où le soin n'était pas équipé en fertile localisé, plus le petit coup de pouce qu'on peut apporter fin septembre, début octobre, n'avait pas été fait. Et là cette année, tout a été fait correctement. Et je suis assez content. Des choses à voir, améliorer, à modifier. Ce niveau des plants de campagne, la lentille totalement absente. Elle était là, mais comme le lin, la févrole marche très bien, plus le colza surtout, ça fait que la lentille est vraiment du mal. Le fenou grec, il est là. Alors il n'a que 5 kg, alors c'est pas beaucoup par rapport aux 90 kg de févrole, mais il est là, mais je sais pas s'il apporte quelque chose. Alors peut-être l'effet odeur. D'ailleurs, j'ai appris il y a moins de 2 jours qu'apparemment le fenou grec attirait beaucoup les sangliers. Donc à voir, ça c'est peut-être moins sympathique. Donc la lentille va sauter, surtout que ça coûte un peu cher. Je vais remettre cette deuxième année un peu de lin de printemps, à pouvoir, c'est pas évident de savoir si ça apporte quelque chose ou pas sur l'effet altise. Je pense que c'est des altises différentes en fait sur le lin et le colza, j'ai appris ça. Donc la févrole je vais garder à 90 kg. Voilà, je vais revoir les densités de semis. L'année dernière j'étais à 2,7 kg. Cette année je vais descendre à 2,2 kg. Je pense que j'ai trop de pieds, j'ai beaucoup de petits pieds et je pense qu'il vaut bien avoir moins de pieds et un peu plus robuste. Je vais aussi regarder, donc je travaille toujours avec mon mélange de variétés, mais normalement je vais aussi commander une dose de mambo en pur.
Donc mon mélange c'était Mambo, Picto, il y avait un tout petit peu d'architecte. Donc j'ai recommandé une dose de Mambo que je vais faire en pur pour voir s'il y a une différence de rendement par rapport à mon mélange. Et également normalement prendre une dose de LG, j'ai bouffé le nom, c'est pas de l'Acropole, l'idée j'ai oublié. Une variété qui a une bonne vigueur de départ et reprise sortie d'hiver. Donc je vais faire ces deux en pur à côté pour pouvoir comparer. Normalement cet hiver je vais équiper la batteuse d'un capteur de rendement aussi. Ça permettra d'affiner le pitolotage de la fertilisation. J'ai fait une parcelle avec la dose X avec 30 unités en plus pour voir. J'ai aucune différence de rendement, j'ai pas de réponse rendement azote. Donc pour l'instant je reste sur mes 160 unités par rapport au pesé que j'avais fait. C'était 2 passages en azote liquide. Voilà pour la partie colza. Globalement, d'ailleurs je pense les semer dans les jours à suivre. Je vais en parler une fois que j'aurai fini le débriefing, parce que les conditions sont très bonnes pour les semis. On voit que c'est ce que je suis en train de faire derrière, là c'est découvert. Donc le colza, voilà, il y en aura un peu moins grand cette année. Ensuite, la partie blé, eh bien, globalement, au début j'avais très peur, honnêtement. Je les sentais pas, ils ont fleuri tout le temps sous la pluie, c'est des semis pour la majorité du 15, entre 10 et 15 octobre. Une bonne partie des floraisons donc, ouais, sous la pluie, la protection, j'ai eu une protection de l'épi en plus de la dernière feuille qui était faite. Mais c'est vrai qu'on avait régulièrement de la pluie. Je me suis dit en poids spécifique, ça va être nul. Et je voyais bien que les coins de champ où les parts de rampe n'étaient pas parfaits, ben, les champs noircissent à cet endroit-là. Donc finalement, ben, les poids au niveau qualitatif, ben, les poids spécifiques, se ramasser en premier, ça reste correct. On est entre 76 et 77, ce qui est en fait correct pour l'année. Se ramasser après la deuxième vague de pluie, donc on a fini les blés qu'on a fini la semaine dernière. Ben, là on a perdu un point spécifique. On est plutôt autour de 74-75 avec quelques parcelles en dessous. Souvent c'est des petites parcelles vraiment collées au milieu des bois ou vraiment d'un bocage, entouré de beaucoup de haies, des petites parcelles un peu compliquées. C'est souvent là que j'ai la moins bonne qualité de terrain. Niveau protéines, donc là c'est vraiment pas mal. Donc oui, ils ont très bien passé l'hiver, la gestion de fertilité était bon, on avait apporté soufre, potasse, magnésie en sortie d'hiver. Donc au niveau rendement, je vois que je suis sur le bon plan de développement. La majorité des parcelles font entre 62 et 65 quintaux. Alors pour beaucoup, ça ne me paraît pas énorme. Par rapport aux terres où je me situe, moi je vois bien par rapport aux années passées, par rapport à la prise des terres, que ça évolue bien. Ça finit, alors la moyenne globale finit autour de 60 quintaux, parce que j'ai quelques petites parcelles qui tournent très bas. C'est toujours des parcelles de 1, 2, 3 hectares au milieu des bois, ou plus compliquées, ou avec des grosses zones de bruyère. Et celle-là tourne toujours autour de 40, entre 42 et 45 quintaux, et donc ça plombe tout le reste de la moyenne, qui est vraiment régulier, c'est-à-dire que j'avais pas un gros écart sur toutes les autres parcelles, c'est tout entre 62 et celle où j'aime est monté à 71. Donc ce qui est vraiment pas mal par rapport à... On sait que il y a 2 ans, quasiment tout le monde avait fait des records historiques en blé. Et au final, là, je suis qu'à moins 10% des rendements historiques d'il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, on avait des très beaux PS en plus, autour de 80. Et là, je suis arrivé à ce niveau-là de rendement avec des PS beaucoup plus faibles, plus ce qui a été dégradé par la pluie. Donc je vois vraiment que les terres évoluent dans le bon sens, la stabilité, le rendement. Les premières années, ça tournait plus bas, autour d'une cinquantaine de quintaux maximum, et avec des désherbages beaucoup plus lourds pour garder les champs propres. Et là, cette année, comme on peut le voir derrière, je vous montrerai là juste après dès que j'ai fini le bilan, les champs sont quand même très très propres. Je suis assez content globalement. Donc voilà. Au niveau du blé, comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais changer, améliorer? En date de semis, la façon de faire, date de semis sera toujours liée à la météo. Je
vais toujours me caler sur la date du 15 octobre. La façon de semer, je vais revoir un peu. Je pense que je vais tout semer maintenant avec le semoir à dents. Cette année, donc la récolte 2021, j'avais semé tout ce qui était précédent colza avec le semoir à dents. Oh là, j'arrive à semer en même temps que je fais la vidéo, pas faire de bêtises. Le soir, j'ai semé de nuit une bonne partie des couverts, j'ai perdu une dent et une roue de fermeture de nuit. Donc on fait des bêtises quand on travaille de nuit ou qu'on fait autre chose en même temps. Donc je disais sur la méthode d'implantation, donc tous les blés derrière colza avaient été faits avec le semoir à dents, parce que je trouvais qu'avec le semoir à 10 ça fermait mal le sillon. Derrière tournesol, j'ai tout fait avec le semoir à 10, parce que le semoir à dents bourre, et que le semoir à 10 fait comme du très bon boulot. Et d'ailleurs, en termes de rendu des blés, c'était quand même relativement régulier, joli, les blés derrière tournesol, il n'y avait pas plus de manque, il n'y avait pas de différence de rendement ou autre. Là, à la dent, ça fait un effet rang très dense, très régulier par contre. Au disque, il y a quelques endroits où il y a un peu moins de talle et ainsi de suite, mais pour du blé, honnêtement, ça change pas grand chose. Par contre, à l'endroit où ça change, je m'en rends bien compte cette année, les semis de couverts là se passent très bien. J'ai pas d'effet de bourrage ou besoin de venir broyer des chaumes, parce que je vais vous mettre un petit extrait après dans la vidéo. Avec le RTK, j'arrive à ressemer vraiment dans l'interrang des rangs de blé, c'est-à-dire les semis de couverts. Je ne viens plus toucher aux chaumes présentes de blé. Et donc toutes les dents viennent travailler dans l'interrang, ça bouge juste la terre à cet endroit-là, ça arrache pas de chaume, c'est très qualitatif pour le coup, il y a vraiment de la terre fine. Et donc pour le colza, idéalement je voudrais que ça se passe de cette façon-là. Et bien cette année, sauf que les colza viennent derrière les blés de tournesol, donc forcément on se met derrière le semoir à 10, donc là les dents vont arracher des chaumes, mais ça va quand même être un peu plus chaotique et faire quand même des touffes. Donc ce qui fait que pour les colza de cette année, je vais faire comme j'ai fait l'année dernière. Je mets les chaumes les plus ras possibles. Donc on a coupé un peu bas la batteuse et en plus on est repassé avec le broyeur pour vraiment avoir des chaumes très courts, à peu près de cette longueur là. Et comme ça, même si ça arrache, ça va pas être très, très dommageable. Alors que si on arrache des chaumes qui font 20, 30, 40 cm, là on peut boire plus facilement, c'est moins qualitatif. Voilà pour les... Voilà, donc à l'avenir, si tous les blés sont semés à la dent, je pourrais systématiquement, sauf problème de guidage, le 4 qui est vraiment rare, venir vraiment semer dans l'interrang, et ça me va, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de broyer. Voilà, je vais revenir sur le blé parce que je suis en train de m'écarter. Donc sur le blé, ce qui va être changé, alors pas forcément grand chose, je vais faire évoluer, donc si j'ai un capteur de rendement, je vais pouvoir vraiment faire des plans de fertilisation un peu plus précis en termes d'unité d'azote, pouvoir baisser les doses, faire des planches de 24 mètres avec la dose X-20 par exemple et une plus 20. Et comme ça, avec le capteur de rendement, je verrai ces différences. Par contre, ça ne le dira pas pour la qualité. Voilà. Comme tous les ans, je vais essayer une variété en plus. C'est-à-dire en plus de mon mélange, j'ai déjà 7-8 variétés, dont 2-3 qui dominent. J'en commande une variété en pur. Alors cette année, ce sera Ultime. L'année dernière, c'était Unique. L'année d'avant, c'était Démo. Donc là, je vais la semer en pur toute seule. Et à la moisson, je vais comparer son comportement, son protéine, son poids spécifique, son rendement par rapport aux autres. Et si ça me plaît, je le rajoute à mon mélange. Et puis voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La partie fertile localisée, au semis, j'avais mis un peu de soufre, potasse, magnésie. Je vais pouvoir voir s'il y a un intérêt ou pas, parce qu'honnêtement, alors c'était pas grand chose, j'ai mis que 30 kg hectares de pâté de Cali. Donc pareil, avec l'indication du rendement, je vais pouvoir voir s'il y a un intérêt ou pas, ou apporter autre chose, sachant que j'apporte déjà du 1448 au moment du semis. Donc je vais pouvoir affiner cette partie-là, la partie fertile localisée au semis. Je vais pouvoir également faire évoluer le desherbage, continuer à baisser les doses pour voir. Cette année, j'étais entre 1,5 litre selon les zones et d'autres à 2 litres de prosulfocarbe, de défi, et 0,15 de DFF. Donc je vais pouvoir
continue à baisser. Je pense que je vais faire une bonne partie à 1,5 litre et 0,1 de DFF, et voir pareil, de faire différentes modalités pour voir l'impact sur l'ensalissement. Et le but, c'est vraiment de baisser au maximum la partie phytosanitaire, et vraiment trouver le seuil juste nécessaire pour avoir des champs propres, parce que le but, c'est vraiment de cogner le moins possible la culture. Bon, déjà, on est mis 1,5 litre, ça l'a pas du tout marqué, et c'est vrai que ça sert à rien de mettre des quantités supérieures à ce qu'on a besoin. Et comme les champs sont de plus en plus propres, je peux diminuer la partie des herbacées. Sur les blés, sur la partie implantation de trèfle, pour qu'ils soient présents sous la coupe. J'ai toujours ce défaut de présence d'ambroisie dans toutes mes parcelles depuis qui étaient là à leur reprise. Donc pour l'instant, je fais de l'alliance systématique. Il faut que j'arrive à voir dans une parcelle où il n'y en a pas trop pour faire cette implantation et voir l'impact sur les levées de dormance de l'ambroisie. Ça peut être des pistes améliorées. Donc voir la manière, je vais l'implanter. Le blé, j'avais comme pour le colza une petite parcelle en TCS, pas très grande, de 2,6 hectares à peu près, pour voir s'il y avait une différence. La seule différence que j'ai vue globalement, c'est que j'ai moins de protéines en fait. Je sais plus si j'ai dû faire un troisième, elle a eu un troisième apport, donc elle est à 11,3 je crois, donc avec 2 apports plus, en mode 3 apports, le champ n'est pas plus sale. J'ai profité pour faire le test sur mon champ qui était encore complètement plat. Donc j'avais rien à y gagner à faire du travail du sol. Donc, cette année pour le blé, normalement il devrait y avoir aucune parcelle, même pas, je suis pas sûr de continuer à faire une parcelle en TCS pour voir comment je me situe. Le colza, j'en ai une seule petite qui sera en TCS parce que c'était une petite parcelle un peu problématique, un peu pénible, des formes discornues en plus, était en très mauvais état avant, il y a des repousses d'acacia et ainsi de suite. Donc là je suis passé un coup des chômeurs à disque le moins profond possible en mettant toutes les cales, donc il n'y aura que cette parcelle de 3 hectares qui sera en TCS. Là pour le coup je ne peux pas venir la semer avec ce soir par contre, parce que ce sera du TCS en tout terrain souple et lui il ne peut pas semer là-dedans. Pour la partie blé, je pense que j'ai fait le tour. Donc globalement colza blé, ça fait partie, c'est mon année avec mes quasiment, donc en blé c'est ma deuxième meilleure année après 2019, mais pas loin, sauf que là les prix sont porteurs, sont vraiment intéressants. En colza, pareil, tout le monde sait que colza est très bien rémunéré en ce moment, et donc c'est ma meilleure année. Donc globalement, le bilan est bon, sachant que ça représentait quasiment la majorité des cultures. J'ai que 5 hectares de tournesol, d'ailleurs il est très joli le tournesol, il est sur strictier. Ça me plaît. D'ailleurs, les parcelles que je suis en train de semer là, le couvert sera justement pour faire du cycle pour le tournesol au printemps. Voilà, année plutôt positive. Je vais pouvoir avancer dans mes réflexions. Tout se passe relativement bien. J'ai pas vraiment eu d'échec. Il y a juste à affiner la conduite des cultures, le choix des couverts, des associés. Et puis voilà. Si au niveau, je vais pas parler charge de culture, parce que c'est des gens qui les chiffres ne sont pas forcément souvent donnés. Ce que ça donne. Donc aujourd'hui, que ce soit pour blé ou colza, les deux cultures, alors j'ai pas recalculé à l'euro près pour cette année, mais c'est quasiment sensiblement l'année passée. Logiquement ça doit être moins d'ailleurs, parce que l'année dernière j'ai travaillé avec du Baccanicali et cette année j'ai travaillé avec du polysulfate. Donc le coût hectare est vraiment bien plus faible. Sur du colza ça fait 30-40 euros moins d'hectare. Et les désherbages sont encore plus légers. Donc logiquement, je devrais me situer entre 320 et 330 euros de l'hectare en charge opérationnelle pour les cultures. Et après, en frais, il y a semis, comme il n'y a pas de frais de structure liés au travail du sol, il y a semis, pluvée et moisson. Donc ça c'est pas énorme. Si on prend que ces propres interventions-là, avec des coûts en trade, ça devrait faire du 250 euros de l'hectare. Bon, maintenant que le bilan est terminé, on va pouvoir parler de choses plus sympathiques. Les semis de couverts, de colza, et la façon dont sont gérées les intercultures et les chaumes. Je trouve que c'est une chose assez importante sur la CS. Jusqu'à maintenant, je passais le gyrobroyeur
qu'on encuma sur l'ensemble des parcelles après moisson pour mettre les chaumes marins, pour les rapaces principalement et pour aider le passage de la dent. Je me suis équipé au printemps d'une herse à paille. Je vous mettrai quelques photos vidéos. Donc le but c'est bien de venir casser les chaumes. Donc je disais le but des herses à paille de venir casser les chaumes longs. Colza, il faudra attendre qu'il soit sec et après ça fait du bon boulot, ça les explose très bien. Si vous par exemple vous passez 2 coups croisés, il n'y a quasiment plus de chaume debout, tout est arraché, étalé. Tournesol, je pense que ça fera bien le taf, à voir, à valider. Sur blé, je vais passer dans la parcelle où je suis. On a une batteuse, une TF76 qui répartit très mal les pailles en fait, derrière les 2 mini broyeurs. Et donc ça fait que quand le semoir arrive là-dedans, en fait c'est toujours les mêmes dents qui tombent sur l'endin de paille. Et comme je veux toujours semer dans le sens du semis pour semer dans l'interrang, idéalement il faudrait peut-être moissonner en biais avec la batteuse. Si elle avait un guidage pour faire un moisson régulière en biais, ça ferait bizarre par contre, mais bon, à voir, ça peut être une hypothèse. Donc là l'herse à paille a fait très bien son boulot, ça étale très bien. Il y a des disques ouvreurs si nécessaire pour couper le blé qui est un peu au sol et les rampants, mais je préfère éviter de les utiliser en plein été parce que déjà quand on est dans les cas très usants, si en plus on use les peignes plus les parties disques ouvreurs, j'ai peur qu'ils ne fassent pas long feu. Même s'ils font que rouler sur le sol quasiment, ils ont comme du mal. Un outil qui marche pas mal, c'est du 7,50 m, on roule à 15 km/h, donc on est théorique 11 hectares à l'heure, mais réel un bon 7 hectares à l'heure, donc ça va très très vite. Donc c'est pas mal. En termes de boulot, ça fait le boulot recherché, c'est pas mal. Par contre, il y a un gros défaut, je trouve pour moi, c'est que ça a tendance, les pierres qui étaient limite à sortir du sol, ça les attrape et ça les tire et ça finit de les faire rouler sur le sol. Donc ça pose quelques pierres sur le sol. Je vais voir d'ailleurs dans le champ de colza, j'ai fait un champ, je passais dans un champ un peu pierreux, j'ai volontairement passé 2 fois très agressif pour sortir les pierres, et je vais voir si on peut faire ramasser les pierres avec une machine à tapis à barrette sans travailler le sol justement. Donc ça peut être, je vais essayer ça. Donc j'ai passé ça. Pour les chaumes de colza cette année, je le disais tout à l'heure, j'ai rebroyé, on a fait rebroyer les chaumes à ras parce que c'est semé pas avec le même interrang. Donc là je sais que ça marche bien, c'est ce que j'ai fait les autres années, donc pour cette année je vais me cantonner à faire comme ça. L'année prochaine il n'y aura pas besoin. Donc là les passages donc là toute cette partie là c'est semé à gauche. Alors, vous voyez bien, alors normalement c'est un semoir qui n'est pas très discret avec sa double dent, et vu que là je sème que dans l'interrang, ça fait du semis beaucoup plus qualitatif. Et donc là ce qu'on voit en travers ici c'est les passages de herse à paille. Donc là ça a bien étalé, ça a bien marché, la fonction de chercher est vraiment là. Il n'y a que ce côté pierre qui peut être un peu embêtant. Il faut juste que je vois si je trouve un moyen de les ramasser au bout d'un moment sans travailler le sol. Parce que le semoir à dents, on le voit, les sort déjà. Donc plus le semoir à dents exclusif, plus herse à paille, plus l'année prochaine strip kill qui est à dents, au bout d'un moment ça va sortir beaucoup de pierres, quoi. Donc ça risque de beaucoup nous occuper l'hiver. Et le problème c'est que les petites pierres, alors on ramasse toutes les pierres moyennes à grandes. Et au bout d'un moment le but c'est pas que le champ, comme dirait mon père, c'est pas que ton champ ça devienne une carrière, avec tous les silex un peu moyens de cette taille là qui soient posés en surface. Donc j'ai déjà commencé les semis couverts presque au cul de la batteuse, pas jeudi dernier, celui d'avant. Parmi les premières parcelles, j'ai voulu qu'on coupe en premier les parcelles qui allaient accueillir des couverts plutôt que du colza. Ça m'a permis de semer déjà une trentaine d'hectares de couverts, quasiment comme ça. Alors le défaut c'est qu'on est très pris pendant les moissons, vu qu'on a stockage, notre propre batteuse, plus l'irrigation, semer, ça fait que j'ai semé entre 21h et 2h du matin. J'en ai un peu chié physiquement, j'étais très fatigué après, surtout qu'il fallait venir faire le désherbage, parce que pour venir faire sauter quelques pieds d'ambroisie qui restent à gauche à droite, je fais tolérance zéro encore quelques années là-dessus. Et là, il faut être très réactif parce qu'en moins de 5 jours, le couvert est sorti. J'ai semé jeudi soir, vendredi soir, je suis venu désherber le dimanche soir, le lundi matin, le couvert était sorti.
donc il faut vraiment être très très réactif. Donc j'ai semé donc une trentaine d'hectares avant tournesol. Donc c'est Niger, Faceli, trèfle Alexandrie, moutarde d'Abyssinie, radis chinois, seigle fourragé, et je dois sûrement en oublier. Je crois que j'ai dû mettre juste quelques graines de tournesol juste pour la partie fleur et jolie, un peu de sarrasin, et j'en oublie là-dessus. Le couvert est déjà levé uniformément, il marque bien le rang, donc c'est pas mal. Ça va être, à mon avis, on avait une très bonne année pour faire des semis couverts très précoces. On a beaucoup de fraîcheur dans les champs. Là, au moment où je suis arrivé dans le champ, c'est pris une bonne grosse averse. Je rentre des 16, je n'aurais pu partir du champ, c'était fini. Là, j'ai éteint la turbine, j'ai attendu 10-15 minutes. Après, j'ai remis la turbine en route un peu fort pour finir de sécher les tuyaux en cas où. Et là, je sème. Alors, sur les routes de tracteur, on verra, il n'y a pas un gramme de terre. Sur les pneus de fermeture, il y en a. Mais en fait, c'est pas très grave, j'ai déjà semé comme ça. Il débourre en fait, quand c'est humide, il garde toujours à peu près cette épaisseur-là, mais le reste, ça débourre tout le temps. Ça serait du colza, je sais pas si je le ferai, mais pour le semis de couvert, là ça le fait. Là, je continue à semer des couverts avant tournesol. C'est un mélange différent de celui que j'ai semé l'autre semaine. Ici, la proportion des graines a changé, il y a beaucoup plus de seigle forestier, et j'ai rajouté du févrole poivre surtout pour avoir la veste, chose que je n'ai pas pu faire l'autre jour parce que j'ai un problème sur un des doseurs, donc là j'ai réparé, j'avais qu'une seule trémie qui marchait, là j'ai les deux, j'ai récupéré, c'était juste une petite mécanabus sur le doseur qui était coupé. Donc là il y a beaucoup plus de seigle et de veste. Le but, ça sera au mois de septembre, de venir broyer le couvert pour relancer toute la partie seigle, veste, même peut-être trèfle, et de casser toutes les C4 qui est arrivé à floraison pour pas que elle se lignifie trop, pour pas qu'un SURN trop élevé, parce que si on laisse les plantes arriver trop en maturité, alors l'avantage c'est qu'elles produisent une grosse production de carbone et pour le sol, mais le problème c'est qu'elles mettront beaucoup plus de temps à tout relarguer. Et là, je vais descendre vous montrer un peu comment ça se passe, le semis. Donc ici, il y a le premier mélange où il y a tout, et ici, il y a le févrole poivre dans le deuxième. Allez, on va descendre voir ça. On va couper la turbine. Voilà. Alors là, on voit que ça fait du mulch. Hein. C'est pas mal. Là, l'air sapa est vraiment bien étalé partout. C'est assez qualitatif à ce niveau-là. Donc, ce que je vous disais, avec le guidage et le fait de venir avec le même semoir, un intervalle un peu large, je sème exclusivement dans les interrangs. Donc ça permet d'avoir des chaumes qui ne sont pas touchés. Plus ils sont hauts d'ailleurs, plus en été très chaud, ça fait de l'ombre portée sur le fond du sillon. Et si on plaçait un thermomètre, par exemple sur un champ en TCS ou avec des chaumes à ras ou des chaumes hauts, on verrait qu'on n'aurait pas du tout la même température. Et on abaisse la température du fond du sillon là, ici, et ça peut être que bénéfique pour ce qu'on sème. Donc là, on voit que c'est vraiment pas mal en termes de placement. Ça fait que déjà que là-dedans, on vire 100% de la paille. Là, en plus, ça fait qu'on ne vient jamais tomber au milieu des chaumes de blé, parce que même avec une dent là-dedans, un 10 déjà ferait du très mauvais boulot, mais une dent, si elle arrive là-dedans, elle est obligée de tout arracher. Et là c'est chaotique, on va venir semer là-dedans. Alors qu'ici, le semoir fait forcément de la terre fine. Vous voyez, ça fait un sillon avec que de la terre fine. Et toutes les graines vont très bien lever parce qu'elles sont dans un environnement vraiment propice. Donc là, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et c'est pour ça que je veux semer intégralement. Maintenant,
des blés comme ça. Donc là on s'est pris, je vous ai dit, une averse, c'est quand même collant. Si on prend là. Voilà. Alors visuellement on a l'impression que ça bouge beaucoup de terre, parce qu'en fait ça en projette beaucoup sur les côtés. S'il y avait une herse de recouvrement, et si par exemple on remet la terre qui est juste projetée ici, voilà, on voit que tout ça n'est pas touché, tout ça n'est pas touché. Il n'y a que cette largeur là un peu qui est touchée. Donc là j'ai pas mon pied à couler sur mon mètre, mais ça fait 7-8 cm de large peut-être. Et le reste, voilà. Donc là, même si on a des gros orages, et même pour l'hiver, ce que je le rappelle, on a des sols vraiment relativement fragiles ici. C'est une dominante sable-limon. Il y a à peu près 15-17% d'argile, et le reste c'est moitié sable, moitié limon, avec tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc c'est des sols qui ont plutôt tendance à se déstructurer naturellement, et si on les laisse nus ou si on les travaille. Et donc c'est pour ça que je veux les couvrir au maximum. Donc là, à mon avis, je vais être très serein, avoir des belles levées, ça va passer l'hiver très très bien à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je le vois bien que les parcelles drainent de mieux en mieux l'eau. Donc là, je vous disais, ça colle un peu roux, mais en fait, c'est pas comme c'est des pneus, c'est pas des roues Farmflex ou autre, ça débourre quasiment tout le temps, c'est-à-dire il n'y aura jamais des très très grosses quantités. D'ailleurs pour les semis d'hiver, ce que je fais quand j'aime du blé ou autre, je les mets à une pression plus faible, parce que je cherche l'effet débourrage et pas un fort appui. Et en semis d'été, je cherche à avoir plus de pression sur la ligne pour avoir un bon appui. Là il devrait être à 1,4 kg alors que je dois être à 900 g en semis d'hiver. Jusqu'à 900 g, on a plus de chances de percer et de les abîmer. Voilà, donc la paille, ça la fait, souvent ça la met au milieu ou elle retombe un peu. Alors il y a des semoirs à dents qui ont tendance à garder beaucoup plus facilement, des dents à pointe fine et en monodent, comme on a sur les Sprinter ou les CO ou les semoirs autoconstruits. Ça fait qu'on garde plus de paille à l'endroit du semis. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Alors bon, moi j'ai essayé de travailler en monodent avec le semoir, ça m'a plu qu'à moitié, on faisait moins de terre fine et on a plus de mal à fermer le sillon. Et là j'ai quand même des excellentes levées, toutes cultures confondues, dont le plus dur, le colza à couvert, c'est toujours proche de la perfection. Donc voilà, j'avais essayé le montage pour des semis de printemps, ça m'avait plu moyen avec une pointe Metcalf que j'avais mis, et l'angle en plus c'est pas bon et pas du tout adapté leur support. Donc lui il vire toute la paille, les autres, une bonne partie des autres semoirs le laissent. Quand il y a de la paille, alors il peut avoir plus de soucis de limaces, peut-être. L'avantage si on laisse la paille, c'est que ça garde un mulch un peu protecteur pour peut-être les différentes intempéries et pour le soleil. Même on pourrait croire qu'il y a plus de levées d'adventices comme ça, mais en fait j'ai remarqué que j'ai pas tant de levées d'adventices que ça. À l'époque, il y a 2-3 ans, j'ai fait une plateforme avec des semis, des mêmes couverts et de colza au disque et à la dent, et au final le disque était plus sale alors qu'il bougeait beaucoup moins la terre, de par la qualité des levées. Comme à la dent c'est proche de la perfection, comme tout lève, tout ce qu'on sème lève, tout va venir occuper le terrain, l'utilisation des nutriments, du soleil et de l'eau, alors que sur le disque, comme j'avais de moins bons soucis, une moins belle levée, ça se salissait plus au final. Donc là j'ai pas vu de grosses levées de dormance d'adventices en travaillant comme ça. Et ce qu'on a pu observer aussi, c'est que ce petit mulch de paille là, avec les étés comme on a eu par le passé, si par exemple là vous avez votre sol qui est sec, ce qu'on a eu pour les moissons précédentes, pour les 2-3 étés précédents, et bien là si par exemple vous prenez des petites pluies à répétition entre 3 et 5 mm, et bien en fait il y en aura très peu qui iront au sol. C'est la paille qui va boire qui va boire l'eau et qui va l'utiliser. Si c'est dégagé, et bien là tout de suite l'eau ira plus
dans le sol. Donc ce matelas protecteur peut avoir ce petit défaut pour toutes les petites pluies. Donc c'est ce qui fait que quand je semais le colza, d'ailleurs je le semais jusqu'à maintenant, je le semais après une pluie, je le semais pas dans le sec. Parce que déjà le semoir faisait pas du beau boulot, je trouvais que ça faisait de la petite motte, c'était très usant et j'étais pas sûr que ça lève. Donc j'attendais d'être en très bonne condition. Mais voilà, c'est à savoir cette histoire de mulch qui est au sol. Voilà. Alors tout ce paillage là, il faut bien comprendre que l'intérêt et ce qu'on cherche en ACS, c'est avoir un maximum. Tout ça, c'est de la nourriture pour le sol en fait. C'est ce qui fait, si on va avoir de l'activité biologique dans le sol, il faut qu'il ait à manger. Quand on retire les pailles, tout ça là, on doute bien que quand on retire tout ça, il va avoir plus que ces chaumes là, même si vous passez un coup de déchaumeur, eh bien c'est que ça là, que va avoir à manger la vie du sol. Et pas tout ça. Donc la partie qu'on est éleveur, qu'on a besoin quand on a besoin de la paille, on en a besoin, on l'utilise comme litière et il y a un retour fumier, donc ça pose pas de souci. Si on l'exporte juste pour dire de la vendre, tout ce qui est là-dedans, les éléments minéraux, ils partent du champ. Il faut les racheter, il faut que ça revienne et surtout on retire la nourriture de notre petit élevage de vers de terre. Et ça c'est les nourrir relativement longtemps. Et le couvert qu'on sème là, le but c'est de faire des sucres rapides mais aussi du carbone et tout ça va être 100% restitué au sol. Alors soit broyé, soit ceux qui veulent mettre un coup de déchaumeur, de fraises, de ce qu'ils veulent, mais au final ça va aller au sol et ça va nourrir tout ce petit monde. Donc tout ce qu'on cherche à faire en ACS, qu'il faut bien comprendre pourquoi l'ACS fonctionne et pas le semi-direct. Le semi-direct en lui tout seul ne marche pas en fait. C'est-à-dire si on n'a pas cette vie du sol, si on n'a pas cette activité biologique, si le sol n'a pas bouffé, l'activité ne fonctionne pas, il n'y a pas un bon comportement du sol, il s'appauvrit, on n'aura pas un bon taux de protéines, il n'y aura pas une structure correcte et ça va être empirique, on va se casser la gueule et on va dans le mur. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre en ACS. Alors que si c'est ça, on laisse à manger, on fait des couverts, on vient nourrir, il y aura une très bonne activité biologique qui va se développer et là le sol va se mettre à marcher. Et là tout va marcher de mieux en mieux. Donc c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que dans les vidéos, je vous montre les semi-directs de blé, de couverts, ainsi de suite. Mais c'est vraiment dans l'optique d'améliorer la biologie du sol, son fonctionnement et de tout ce qui est dedans. Et c'est vraiment le point le plus important qu'il y a à retenir. C'est que l'ACS, on fait du semi-direct, mais en fait, ce n'est que la finalité. On ne fait pas de l'ACS en achetant un semoir. On fait pas de l'ACS en achetant un semoir et en disant, allez, je sème mes blés en direct, mon colza, mes machins, je fais de l'ACS. Ben, tu peux très bien aller dans le mur, alors qu'un gars qui fera différemment, ça ira bien. Et ben, la différence, ça joue dans ces détails-là, dans le développement de la vie du sol, de la nourriture, de tout ça. Il faut vraiment regarder comme point de pivot et comme ligne de mire en ACS, le développement de l'activité biologique du sol. Et c'est vraiment ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Donc il ne faut pas avoir peur de mettre des euros pour faire ces couverts-là, pour nourrir ton sol. Ça, c'est un investissement. Ici, il y a à manger pour le couvert, par exemple. Le but, c'est de produire le maximum de biomasse et le but, c'est vraiment de produire le maximum de bouffe qu'on va restituer au sol et qu'on va lui faire ingérer. Plus il a à manger, plus il fonctionne, plus ça ira, plus il y aura de belles cultures. Ces belles cultures vont faire des résidus qui vont venir nourrir le sol et ainsi de suite. Donc c'est une machine à lancer et quand on a du compost et du fumier, c'est encore plus rapide pour gagner du temps. Moi, c'est le cas avec le compost de déchets verts. Mais si on exporte les pailles, qu'on ne fait pas de couvert, qu'on réduit un peu la fertilisation azotée, et ben là, on va dans le mur, ça ne marchera pas, ça sera de pire en pire. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. J'en parlais pas forcément beaucoup dans les autres vidéos, mais voilà, là, on est vraiment dans les semis de couverts, on voit la bouffe qui est au sol. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Allez, je retourne semer. Ah ben non, en fait, ça va. Ça colle même pas aux roues. Vérifier, mais je pense que ça fait du bon boulot.